助けに来たぜ。ルキア。La fraise de la mort est de retour, celle dont le goût fait transpirer les dieux de la mort en personne. Après son entraînement pour développer le Bankai, éveil sacré des Shinigami, Ichigo Kurosaki est de retour pour sauver Rukia dans le final fantastique et inattendu du Soul Society. Questionnant la notion de justice au cœur de son arc, Tite Kubo multiplie les points de vue sur une société au bord de l'explosion. La froideur et désuétude des grands capitaines affrontent la jeunesse insolente venue affranchir leur ami. La vengeance d'Ichigo et le combat final contre les Shinigami peut enfin commencer. À travers un scénario ambitieux et terriblement excitant, découvrez avec nous ou revivez l'histoire d'Ichigo avant son grand final en animé cet automne après plus de 10 ans d'absence. Alors ne loupez pas l'aventure, abonnez-vous et activez la notification. Aussi, laissez un maximum de pouces bleus sous cette vidéo si vous souhaitez continuer l'aventure Bleach avec nous jusqu'au bout. Vous êtes prêts? Faites la paix avec vous-même, embrassez vos fantômes car personne d'autre n'a le pouvoir de sauver votre univers. Voici la fin du Soul Society. Ton ombre tisse mon chemin sans but comme une aiguille empoisonnée. Ainsi s'ouvre le volume 18 intitulé The Deathberry Return, le retour de la fraise de la mort. Une phrase qui semble être écrite du point de vue de Rukia à Byakuya, tant dans l'ouverture du tome précédent, elle disait marcher dans son ombre. C'est face à la mort que Rukia livre donc une ultime pensée à son grand frère avant d'en accorder une, cette fois-ci grâce à l'ouverture du volume 19 à Ichigo venu la sauver. Car personne d'autre a le pouvoir de sauver mon univers. Une phrase d'introduction invitant le lecteur à questionner l'influence d'autrui sur nos propres vies. Un questionnement qui se renversera lorsqu'à la toute fin du volume, nous comprenons que c'est elle qui, en réalité, a changé l'univers d'Ichigo. Kubo montre ici, après l'équivalence Chad-Ichigo qui se battent l'un pour l'autre, un nouvel échange de réciprocité et de redevance entre les deux Shinigami. Une façon très subtile d'instaurer de la poésie à travers la forme, l'ouverture donc du volume, et le fond, les bulles de dialogue qui se répondront du début à la fin du tome. Ainsi, Ichigo intervient et sauve Rukia dans un last minute rescue très classique. Ce procédé narratif issu du pré-cinéma américain qui provoque, comme son nom l'indique, la résolution de l'intrigue au tout dernier moment. Ichigo arrive et arrête le rapace de feu qui est la forme libérée du Sokyoku. Kubo se permet de faire des actions au caractère très classe, badass et flow pas permis car elles sont incohérentes jusqu'à ce qu'il s'en sorte en l'expliquant plus tard et en rendant donc l'incompréhensible quelque peu compréhensible. C'est une pirouette un petit peu malhonnête mais très efficace pour le temps présent du manga. En effet, si l'action est si impressionnante, c'est parce que sur l'instant T de lecture, elle n'a pas encore vraiment de sens si ce n'est d'être stylée. Kubo se dit fier d'avoir réalisé une performance jusqu'alors inédite dans le Shonen Jump. Ces 2 chapitres ont pris la cover du magazine d'affilée. C'est un exploit historique de publication et les 2 chapitres ont en effet 2 particularités en plus d'être le climax de cet arc très impressionnant pour un second arc. Ce sont 2 pleines pages très semblables dans le crayonné, la première avec le rapace de feu et la deuxième présentant Ichigo détruisant l'échafaud. Il est très touchant de voir que Rukia comprend qu'Ichigo est devenu bien plus fort qu'elle maintenant, alors que la dernière fois qu'ils se sont rencontrés, elle était son mentor. Le temps passe vite, surtout quand on s'entraîne avec un chat. Cela dit, parlons-en, le charisme d'Ichigo qui s'interpose pour protéger la fuite de Renji et Rukia. Certains oseraient l'appeler le flow absolu, et qui suis-je pour ne pas l'acquiescer? Osons le dire, dans ce traitement-là, Bleach met une vitesse à ses confrères. Mais cela s'explique aussi par un postulat plastique complètement culotté. Ils ont tous des kimonos. Nous y reviendrons, mais le paneling de Ukitake et Kyoraku qui dégainent face au commandant Yamamoto, les personnages sont juste tout simplement cool.
cool. Un autre élément très intéressant, à la fois plastique et textuel, a lieu au moment de l'exécution de Rukia. Celle-ci inscrit une bulle de remerciement sur tous les personnages faisant partie de sa vie, sauf Ichigo, comme si elle n'osait pas le lui dire ou qu'elle espérait ne pas mourir. Une fois sauvée, elle lui dit « N'attends pas de remerciements ». Elle est ensuite sauvée par Renji qu'elle remercie, alors qu'Ichigo donc n'a pas eu le droit de remerciements. Voilà un traitement qui, paradoxalement par l'absence de mots, en dit très long. Bravo Kubo. Si Ichigo a sauvé Rukia de l'exécution, les deux jeunes gens sont loin d'être tirés d'affaire, car un grand nombre de capitaines les attend en contrebas. Alors, Renji s'occupe de fuir avec Rukia, tandis que notre roux préféré fait diversion. Yoruichi l'avait prévenu. 3 jours. Dans 3 jours, il saura te vaincre. Ainsi, si Byakuya Kuchiki souhaite exécuter sa sœur, il devra passer sur le corps d'Ichigo. Plastiquement, le mangaka souligne que Rukia et Byakuya se ressemblent. Ils ont le même regard à s'y tromper et je trouve ça très curieux pour des personnes n'ayant aucun lien de sang. Ichigo surprend Byakuya en maîtrisant le Chimpo des capitaines, un déplacement ultra rapide qui permet également de marcher dans le ciel. Nouvelle occasion pour Kubo de dessiner la physique de la fumée et les chocs de poussière qu'il manie avec grande attention, notamment dans l'ouverture du chapitre 161. Mais plus encore, l'auteur revient sur ces indices éparpillés depuis le début du récit. Rappelez-vous de la première vidéo analyse. Au tome 8, pages 61 à 63, Kubo nous avait déjà montré ce qui s'apprête à recommencer aujourd'hui. En nommant Zangetsu pour la première fois, Ichigo frappait un coup unique et réussissait à atteindre Urahara, très impressionné. Cela avait créé une grosse fissure dans le sol. La même chose se produit aujourd'hui face à Byakuya et le découpage des cases est tout à fait semblable dans l'approche de l'attaque. Pour montrer son caractère presque ineffable, sans parole, nous voyons seulement Ichigo empoigner son sabre et puis le choc. Ce sont les deux seules occurrences d'un tel travail de découpage dans l'œuvre jusqu'alors. Ainsi, le revoir saute donc aux yeux. Voilà un témoignage écrit, dessiné même, du mangaka pour lier ces deux moments. La particularité de Zangetsu est ainsi de tirer une frappe d'énergie spirituelle au bout de son sabre, prolongeant l'attaque dans le sens de la parade. C'est le Getsuga Tensho, les crocs lunaires qui grattent le ciel. Ichigo, comme nous l'évoquions en première partie du Soul Society, se doit de défier l'ordre établi. Il est les crocs qui grattent le ciel. Comme dans beaucoup de shonen, se rejoue ici le mythe de Sun Wukong où Ichigo, personnage principal, attaque les divinités et se révolte. Vient enfin le moment tant attendu. Face à la puissance de son adversaire, Ichigo dévoile son Bankai. Et il est plutôt subtil. Son Zanpakuto devient tout petit et élégant. En réalité, c'est comme le Suzushoku de Kuma dans One Piece. Oui, j'ai pas meilleure analogie. Il canalise toute la puissance de son Zangetsu que nous avons vu est un énorme sabre et l'enferme dans un tout petit sabre afin d'être infiniment rapide. Ichigo est tellement rapide que ça en est presque ridicule, mais le jeune homme est un puits infini de power-up pour son mangaka qui parvient à les justifier sans problème à rebours, à savoir après les combats. Mais Byakuya montre l'étendue offensive de son Bankai à son tour qui a vaincu Renji précédemment et bat Ichigo avec son attaque Senbozakura Kageyoshi dont la vitesse est semblable à celle du Bankai d'Ichigo. Occasion d'observer d'ailleurs que le Bankai de Byakuya a une plastique aussi noble que lui. Un bon moyen de lier la forme et le fond. Cependant, rappelez-vous, Kubo avait justifié la victoire d'Ichigo face à Renji à l'aide de son masque de Hollow qui semblait se mouvoir et qui avait subi l'attaque du vice-capitaine à sa place. La figure du double cartésien que nous avons étudié en première partie accompagne le héros et semble se mouvoir d'elle-même. Un double qui se retrouve donc dans l'esprit du jeune homme, nous invitant à penser que cette conscience pourrait être la représentation de sa part Hollow. Intervient alors le Ichigo Hollow que nous avons aperçu dans le travail mental d'Ichigo face à Kenpachi. Ainsi, je me posais la question sur la volonté propre du masque et force est de constater que si Ichigo meurt, le Hollow meurt avec lui. C'est donc cohérent qu'il sauve Ichigo en réceptionnant l'attaque de Renji. Je trouve que l'arrivée du personnage est cependant amenée de manière très peu séduisante et j'ai, sur une note personnelle, senti un léger malaise face au besoin de transcender Ichigo de toutes les manières possibles à travers des mécaniques qui aujourd'hui semblent un peu avoir mal vieilli. Mais à l'inverse, ce procédé est excellent pour affaiblir
affaiblir Byakuya, rendre le rapport et la victoire d'Ichigo ambigu, et surtout pour centrer directement et ultra efficacement l'empathie du lecteur vers l'ennemi. Byakuya, jusqu'alors antagoniste, devient la cible d'un méchant brutal et diabolique. En un instant, il devient le gentil, et j'ai adoré changer de camp le temps d'un instant. De plus, le Hollow a permis de mettre les deux combattants au même niveau, prouvant que Byakuya était jusqu'alors supérieur. La reprise du contrôle par Ichigo est plastiquement très intéressante. Le « dégage » qu'il adresse à son Hollow n'est pas dans une bulle, il est sur fond noir, normalement une place utilisée par le narrateur exclusivement. Cela pointe du doigt qu'à cet instant-là, Ichigo est encore externe à l'action. Kubo déstructure sa planche et l'effet brouillé de son esprit déborde des cases du manga pour venir dans la zone extra-diégétique, hors de l'univers fictionnel. Dans l'anime, on me souffle d'ailleurs à l'oreillette que cette idée de l'extra-diégétique a été retranscrite. Ichigo fige l'animation, un freeze frame en noir et blanc intervient avec uniquement le dégage en voix off avant qu'une case n'apparaisse par-dessus le Hollow avec Ichigo fractionné dessus. 行くぜ朽木白夜 L'amour pour le textuel chez Tite Kubo se retrouve dans le titre du chapitre 165 intitulé Dark Side of the Universe 2. Il reprend ainsi le titre du chapitre 110, Dark Side of the Universe, qui nous présentait la mort d'Ichigo face à Kenpachi. L'auteur tisse des liens à travers ses choix éditoriaux qui nous ramènent à 50 chapitres auparavant lorsque Ichigo rencontrait pour la toute première fois son double Hollow. Comme un film en deux parties, Dark Side of the Universe retranscrit comme son nom l'indique, le côté sombre de l'univers d'Ichigo, et j'ai très hâte, s'il y a, de lire Dark Side of the Universe 3 pour retrouver ce fantôme pour le moment curieusement exploité. Enfin, le titre revisite l'ouverture du tome 19 que nous avons étudié. Personne d'autre a le pouvoir de sauver mon univers, et nous réalisons en effet qu'il ne s'agit pas seulement d'Ichigo qui a sauvé l'univers de Rukia, mais bel et bien cette dernière qui a changé le sien en le poussant à venir la sauver. Sans elle, il n'aurait jamais fait son entraînement, et sans elle, il n'aurait jamais développé et rencontré son Hollow. Rukia n'a pas seulement changé, elle a provoqué son Dark Side of his Universe. Voilà l'apogée de la notion de double cartésien qui structure le manga de Tite Kubo. Descartes mentionna dans ses métaphysiques qu'il existe deux substances dans l'univers, l'âme et le corps. Ici, nous retrouvons l'univers dans le titre même du volume. Corps d'Ichigo et âme d'Hollow, Ichigo se conjugue lui-même au pluriel. En divisant son propre corps de son âme, il est le dualisme cartésien absolu. Il est deux. À la fin de leur combat, Byakuya quitte le champ de bataille sans avoir posé genou à terre. Il a même encore la force d'exécuter un Shinpo. S'il s'avoue vaincu et déclare Ichigo gagnant de leur affrontement, c'est qu'il a perdu non pas physiquement, mais face à la liberté d'esprit de l'âme errante, me rappelant l'acceptation de Katakuri face à la liberté de Luffy qui ne peut être enchaîné. Kubo souligne une décennie avant son confrère Eiichiro Oda que dans un shonen neketsu, la force physique ne suffit pas toujours à gagner. Mais plus important, la fin du combat amorce la thématique principale de cette fin d'arc, la justice et sa vision désuète. En effet, les motivations et le sens de la justice de Byakuya nous sont enfin expliqués. Le commandant de la 6ème division, comme Yamamoto, doit respecter la loi car il est noble et il ne peut se permettre de ne pas montrer l'exemple en enfreignant la loi. Ichigo dit vouloir se battre contre le système et Byakuya saisit l'ambition du maléfice errant qui veut changer Soul Society tout entier. En reconnaissant qu'Ichigo n'était pas son ennemi, mais celui de la société qui s'apprête à exécuter sa sœur, Byakuya, comme Kenpachi avant lui, passe du statut d'antagoniste à celui de protagoniste de l'histoire. Il fait d'Ichigo son égal, son compagnon et lui laisse toute la liberté d'agir, et par là, la responsabilité de sauver Rukia, là où lui ne peut plus agir. あのみこしに乗っておられるお方が天使兵相番四方院家の姫君だ。
いずれ慶軍の長となるお方だ。 Pour sauver Rukia, Ichigo reçut de Yoruichi une cape portant le blason du clan Shioin. Yoruichi ferait alors partie de l'une des 4 familles nobles du Soul Society avec les Kuchiki. La famille Shioin est à la tête des services secrets de Soul Society depuis des temps immémoriaux. Yoruichi étant la première femme chef du clan Shioin. Elle est aussi la première femme à la tête des services secrets. La Shinigami, nous l'avons vu contre Byakuya, est considérée comme l'une, si ce n'est la plus rapide âme de Soul Society. Dès son introduction et au travers de ses flashbacks, elle nous est présentée comme un esprit libre et mutin qui n'en fait qu'à sa tête, nous ramenant à notre théorie des animaux sauvages et difficilement contrôlables, incarnant les ennemis jurés de la froideur de la loi des Shinigami. Cela expliquerait la raison de sa venue sur Terre. En effet, nous apprenons qu'elle est partie du Soul Society pendant 100 ans, punition ou choix volontaire. Le parallèle est également fait à travers les paroles de Soifon avec la famille Shiba, qui a elle aussi subi une déchéance de sa noblesse pour trahison. C'est en soi une véritable révélation qui nous apprend que Ganju, sa sœur et son grand frère étaient une des 4 familles nobles au même titre que celle de Byakuya. Alors après la mort de Kaien par Rukia, sa sœur aurait-elle trahi l'ordre des Shinigami par colère pour se venger, lui valant donc l'exil du Seireitei. 私は貴様を許さぬ。ヨルイチ、私の尊敬と信頼を裏切った貴様を絶対に私は。 Quoi qu'il en soit, après la disparition de 100 ans de sa chef, Soifon a été promue commandante des renseignements depuis que Yoruichi a abdiqué. La jeune capitaine fait face à celle qu'elle admirait tant, devenue rebelle et hors la loi. Elle semble avoir développé des sentiments quasi amoureux pour son ancienne mentor. En effet, dans le passé, Soifon faisait preuve pour elle d'un zèle déplacé. Elle faisait preuve pour Yoruichi de la dévotion que l'on adresse aux idoles au sens religieux du terme, métaphore qui sera d'ailleurs reprise dans un des titres de l'anime où Yoruichi est présenté comme déesse de la vitesse. Dans ce contexte, Soifon ne pouvait être que sa serviteuse dévouée. Seulement, lorsque Yoruichi a disparu, Soifon dit avoir eu le cœur brisé. Ce n'est pas ici qu'une relation désincarnée avec une figure d'adoration. Autrement, Soifon aurait continué à l'admirer. Or, le départ de Yoruichi a été vécu comme une véritable trahison. Elle dit la détester, la maudire et qu'elle ne pourra jamais lui pardonner. Soifon en veut à Yoruichi, elle lui en veut de ne pas l'avoir prise avec elle. Si elle veut la surpasser, c'est seulement pour montrer que l'emprise qu'avait Yoruichi sur elle, dans tous les sens du terme, a pris fin. C'était une gamine amoureuse. Mais est-ce qu'elle en a conscience? Toujours est-il qu'elle cache ses sentiments en travestissant sa peine en une accusation de faute de professionnalisme. Yoruichi aurait trahi la mission de Soifon de la protéger. Comme toujours, dans les shonen, les sentiments amoureux ne tiennent pas de nature. Dans un univers entièrement tourné vers le militarisme et la guerre contre les Hollow, l'amour sous toutes ses formes est superflu, que ce soit celui platonique de Toshiro et Inamori, Matsumoto et Ichimaru, Byakuya et Rukia, ou ici Soifon et Yoruichi. Les non-dits de leurs sentiments ne les exposent qu'à des dénouements tragiques, des trahisons et des coups de ciseaux dans le cœur, qu'il faudra comprendre et surpasser pour retrouver des rapports apaisés et davantage emplis d'humanité. お主のような赤ん坊に息の仕方から教えてやるほどわしの気は難応はないぞ。 Ichigo réussit à retenir Byakuya, Yoruichi Soifon, mais le commandant en chef Yamamoto à la tête du Gotei 13 fait office de force inaliénable. Son grand âge ajoute à cette représentation. Il était déjà vieux et déjà en place lorsque les tout premiers capitaines étaient jeunes. Tel le vieux Shen, il refuse de bouger de ses positions et applique aveuglément les traditions de Soul Society. C'est une personnalité froide, extrêmement pragmatique et juste. Mais il rentre en contradiction avec nos affects. En effet, pour le vieux mathématicien, il suffit de tuer Renji et de le remplacer à son poste. Facile, non? Ensuite, on tue les capitaines de la 8e et de la 13e division, Kyoraku et Ukitake, pour leur faute en même temps. Fin, c'est très juste, efficace, mais terriblement archaïque. L'aspect manichéen s'échappe donc du manga en apprenant que Yamamoto est un homme d'une justesse indéniable, mais sans aucune nuance. Ainsi, l'auteur pensera à punir l'aveuglement du capitaine en lui faisant apprendre que tous les ordres qu'il défendait tant sous le signe de la justice ne proviennent en rien de la lignée de commande qu'il respecte tant. Son monde, comme Soul Society, doit s'écrouler pour renaître et se faire peau neuve. 教えたはずじゃ。
正義を揺るがせにする者をわしは許さぬと。自分の正義を貫けと教えてくれたのもあんたさ。たわけるな。 Comme tout bon Neketsu, Yamamoto possède une aura, ici donc appelée pression spirituelle, très oppressante et qui suffit à terrifier ceux qui s'opposent à lui. C'est une excellente idée que l'on retrouve par exemple dans Hunter x Hunter avec Hisoka ou les fourmis chimères. Yamamoto possède le Zanpakuto, le plus vieux et puissant lié au feu. Son Shikai peut réduire en cendres l'environnement, rien que ça. Kyoraku et Ukitake possèdent de leur côté les deux seuls Zanpakuto doubles de Soul Society et se doivent d'affronter leur professeur pour sauver Rukia. Cela appuie donc la figure du double cartésien. Dans un combat de double, les deux capitaines se battent en duo avec 2 lames chacun. Oui, ça fait beaucoup. D'autant plus que ce sont les 2 seuls capitaines à avoir 2 fois les mêmes lames. Mais ce ne sont pas la seule chose qui lie les 2 Shinigami. En effet, ce sont les 2 premiers capitaines à être issus de l'école de Yamamoto. Ils sont très attachés à la figure du commandant. Il est difficile de voir que jusqu'au bout, Ukitake, dit la jeunesse, souhaite communiquer avec son mentor qui refuse de l'entendre, lui ordonnant de se taire et lui annonce que lui et Kyoraku vont subir une sanction. Yamamoto est tellement vieux qu'il peut se permettre de parler à 2 capitaines en poste depuis 230 ans comme à des enfants. Comme un parent certain d'être dans le vrai, le commandant en chef refuse d'écouter les arguments pourtant légitimes de la nouvelle génération. Je vous l'ai déjà dit, toute discussion est inutile, battons-nous. La simple remise en question de ses choix par une génération en phase de le dépasser le déçoit, comme il parvient cependant à saluer leur parcours. Voilà une très belle écriture marginale venant de l'archétype du vieux sage de manga. Il incarne l'incapacité des anciennes générations à évoluer, une gérontocratie accrochée au pouvoir qui dicte sa morale de manière frustrante et non pas comme sagesse absolue. 抗いもせず敗となるのを潔しとは思うまい。 Ainsi, Yamamoto incarne une vision de la justice très stricte. Si Tosen avait une justice très personnelle, le commandant en chef et, dans une autre mesure, Soifon, partagent une vision de la justice dictée par la société. Ukitake et Kyoraku, comme Tosen, partagent une vision très personnelle de la justice, une vision qui va donc à l'encontre de la société. L'argumentaire de Yamamoto semble sans faille, il est convaincu de ce qu'il avance. Nul n'a le droit de sortir du chemin. C'est l'application même du célèbre proverbe japonais « Le clou qui dépasse appelle le marteau ». Le simple fait d'évoquer une sortie de la norme est déjà répréhensible. Oh, et petite note, on apprend dans les appendices que Ukitake a souffert du syndrome dit de Marie-Antoinette. Ses cheveux ont blanchi en à peine 3 jours. Après sa terrible course contre la montre, Kubo renverse son arc une ultime fois dans un final au goût de survival. En effet, Soul Society s'articule depuis le volume 11 autour de l'intrigue des duels et de celle d'un complot dans l'ombre. Ayant habilement conjugué ses combats à une narration déstructurée autour d'un grondement sous-jacent, l'auteur exécute un sens remarquable du rythme en offrant en dernière mesure la grande révélation de son arc. Si Ichigo et ses amis doivent survivre face à des adversaires plus puissants qu'eux, Kubo dévoile toutes les cartes qu'il éparpilla en indices depuis maintenant plus de 100 chapitres. Oui, il est l'heure de tirer le rideau sur le grand final de Soul Society, nous faisant réaliser pourquoi un arc si important intervient si rapidement dans l'histoire. Nous saisissons qu'avec la connaissance des capitaines Shinigami et de leur univers, depuis tout ce temps, nous n'avons fait que clore le prologue de Bleach.